Troisième partie, la deuxième loi, l'attractivité. Chapitre 8, comment rendre une habitude irrésistible. Durant les années 1940, un scientifique néerlandais, Nico Tinbergen, réalisa une série d'expériences qui transformèrent notre compréhension de nos motivations. Tinbergen, dont les travaux furent récompensés par un prix Nobel, étudia les goélands argentés, ces grands oiseaux gris et blancs qu'on voit souvent voler le long des côtes. Les goélands argentés adultes ont un petit point rouge sur le bec et Tinbergen remarqua que les poussins fraîchement éclos piquaient à cet endroit chaque fois qu'ils voulaient être nourris. Pour réaliser son expérience, il fabriqua plusieurs faux becs en carton, représentant simplement une tête sans corps. Quand les parents quittèrent le nid, il présenta ces faux becs aux poussins. Il était tellement évident que les becs étaient faux qu'il pensait que les oisillons les rejetteraient. Mais quand les petits goélands virent la tache rouge sur le bec en carton, ils la picorèrent comme si cette tache appartenait à leur propre mère. Ils se dirigeaient nettement vers ces points rouges, comme s'ils avaient été génétiquement programmés à la naissance. Par la suite, Tinbergen découvrit que plus la tache rouge était grosse, plus les poussins picoraient vite. Finalement, il fabriqua un bec comportant 3 gros points rouges. Quand il le plaça dans le nid, les oisillons devinrent fous de joie et picorèrent les taches rouges comme si c'était le plus grand bec qu'ils aient jamais vu. Tinbergen et ses collègues mirent en évidence un comportement similaire chez d'autres animaux. Par exemple, l'oie cendrée est un oiseau qui nidifie au sol. Parfois, lorsque la mère se déplace dans le nid, l'un des œufs roule et se dépose sur l'herbe à proximité. Chaque fois que cela se produit, l'oie se dandine jusqu'à l'œuf et utilise son bec et son cou pour le ramener dans le nid. Tinbergen découvrit que l'oie attirait n'importe quel objet rond, tel qu'une boule de billard ou une ampoule électrique, dans le nid. Plus l'objet était gros, plus sa réaction était grande. Une oie est même capable de déployer un effort considérable pour faire rouler un ballon de volley-ball jusqu'au nid et le couver. Comme les bébés goélands qui picoraient automatiquement les points rouges, l'oie cendrée suivait une règle instinctive. Quand je vois un objet rond à proximité de mon nid, je dois le faire rouler dans le nid. Plus l'objet rond est gros, plus je devrais déployer d'efforts pour le récupérer. C'est comme si le cerveau de chaque animal était préprogrammé avec certaines règles de comportement et lorsqu'une version exacerbée de cette règle se présente, il surréagit. Les scientifiques qualifient ces signaux exagérés de stimuli supranormaux. Un stimulus supranormal est une version plus élaborée de la réalité, comme un bec à 3 points rouges ou un œuf de la taille d'un ballon de volley-ball, et provoque une réponse plus forte qu'à l'accoutumée. Les humains ont également tendance à craquer pour des versions exagérées de la réalité. La malbouffe, par exemple, pousse nos systèmes de récompense dans une certaine frénésie. Après avoir passé des centaines de milliers d'années à chasser et à chercher de la nourriture dans la nature, le cerveau humain a évolué pour donner une grande valeur au sel, au sucre et aux graisses. Ces aliments sont souvent riches en calories et ils étaient plutôt rares à l'époque où nos ancêtres erraient dans la savane. Quand vous ne savez pas où vous trouverez votre prochain repas, manger le plus possible est une excellente stratégie de survie. Aujourd'hui, cependant, nous vivons dans un environnement riche en calories. La nourriture est abondante, mais votre cerveau continue de la désirer comme si elle était rare. Valoriser le sel, le sucre et les graisses n'est plus un avantage pour notre santé. Mais nous imaginons toujours que nous en avons besoin car les centres de récompense du cerveau n'ont pas changé depuis des millénaires. L'industrie alimentaire moderne repose sur l'exacerbation de nos instincts paléolithiques au-delà de leur objectif d'évolution. La recherche dans l'agroalimentaire a pour objectif premier de créer des produits plus attractifs pour les consommateurs. La majorité des aliments en sachet, en conserve ou en bocaux ont été transformés d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par l'ajout d'arômes. Les entreprises dépensent des millions de dollars pour obtenir le croustillant optimal de leurs chips ou le pétillant parfait d'un soda. Des services entiers se consacrent à l'optimisation de la sensation d'un produit dans votre bouche. C'est ce qu'on appelle l'orosensation. Les frites, par exemple, sont une combinaison puissante, dorée et croquante à l'extérieur, légère et onctueuse à l'intérieur. D'autres aliments transformés augmentent ce contraste dynamique. Ils allient plusieurs sensations, à la fois croquantes et crémeuses. Imaginez le goût du fromage fondu sur une croûte de pizza croustillante ou le croquant d'un biscuit Oreo associé à son cœur crémeux et onctueux.
Avec les éléments naturels et non transformés, vous ressentez toujours les mêmes sensations. Après 10 bouchées de chou, votre cerveau ne s'y intéresse plus et vous commencez à vous sentir rassasié. À l'inverse, les aliments transformés rendent l'expérience nouvelle et intéressante et vous encouragent à manger plus. En fin de compte, ces stratégies permettent aux scientifiques de l'alimentation de déterminer le point d'extase de chaque produit. La combinaison précise de sel, de sucre et de graisse qui excite votre cerveau et vous incite à y revenir. Le résultat, bien sûr, c'est que vous mangez trop car les aliments hyper appétissants sont plus attractifs pour le cerveau humain. Stéphane Guillonnet, neuroscientifique spécialisé dans le comportement alimentaire et l'obésité, déclara « Nous avons parfaitement réussi à atteindre nos propres limites ». L'industrie alimentaire moderne et les habitudes de surconsommation qu'elle engendra ne sont qu'un exemple de la deuxième loi du changement de comportement, l'attractivité. Plus une opportunité est attractive, plus elle risque de devenir une habitude. Regardez autour de vous. La société regorge de versions hautement améliorées de la réalité, plus attractives que le monde dans lequel nos ancêtres ont évolué. Les magasins présentent des mannequins aux hanches et aux seins exagérés pour vendre des vêtements. Les réseaux sociaux offrent plus de mentions j'aime et de louanges en quelques minutes que ce que nous pourrions jamais recevoir au bureau ou à la maison. Les vidéos pornographiques en ligne sont totalement irréelles. Les publicités sont créées avec un éclairage idéal, un maquillage professionnel et de retouches Photoshop. Même le mannequin initial ne ressemble pas à la personne qui apparaît sur l'image finale. Ce sont les stimuli supranormaux de notre monde moderne. Ils exagèrent des caractéristiques qui nous attirent naturellement et notre instinct se déchaîne en conséquence, nous entraînant dans des habitudes excessives de shopping, sur les réseaux sociaux, dans nos rapports sexuels, dans notre alimentation, etc. Si l'histoire peut servir de guide, les perspectives d'avenir seront plus intéressantes que celles d'aujourd'hui. La tendance est à la concentration des récompenses et à la stimulation des incitations. La malbouffe est une forme d'accumulation de calories plus concentrée que les aliments naturels. Les spiritueux sont une forme d'alcool plus concentrée que la bière. Les jeux vidéo sont une forme de jeu plus concentrée que les jeux de société. Face à la nature, il est difficile de résister à ces expériences pleines de plaisir. Nous avons le cerveau de nos ancêtres, mais des tentations auxquelles ils n'ont jamais eu à faire face. Si vous souhaitez augmenter les chances qu'un comportement se produise, vous devez le rendre attrayant. Tout au long de notre discussion sur la deuxième loi, notre objectif est d'apprendre à rendre nos habitudes irrésistibles. Bien qu'il ne soit pas possible de transformer chaque habitude en un stimulus supranormal, nous pouvons rendre toute habitude plus séduisante. Pour ce faire, nous devons commencer par comprendre ce qu'est un état de manque et son fonctionnement. Commençons par examiner un signe biologique commun à toutes les habitudes, le pic de dopamine. La boucle de réaction enclenchée par la dopamine. Les scientifiques peuvent suivre le moment précis où se produit un état de manque en mesurant un neurotransmetteur appelé dopamine. La dopamine n'est pas le seul élément chimique qui influence vos habitudes. Chaque comportement implique de multiples régions du cerveau et des substances neurochimiques, et quiconque prétend que les habitudes sont entièrement liées à la dopamine saute des étapes importantes du processus. C'est juste l'un des acteurs importants dans la formation des habitudes. Dans ce chapitre, je parlerai du circuit de la dopamine car il explique les fondements biologiques du désir, de l'envie et de la motivation qui sont à la base de toutes les habitudes. L'importance de la dopamine apparut en 1954 lorsque les neuroscientifiques James Holz et Peter Milner menèrent une expérience révélant les processus neurologiques à l'origine de l'envie et du désir. En implantant des électrodes dans le cerveau de rats, ils bloquèrent la libération de dopamine. À la surprise des chercheurs, les rats perdirent toute envie de vivre. Ils ne mangeaient plus, ils n'avaient plus de relations sexuelles, ils n'avaient envie de rien et, en quelques jours, les animaux étaient morts de soif. Dans des études de suivi, d'autres scientifiques inhibèrent également les parties du cerveau libérant de la dopamine, mais cette fois-ci, ils injectèrent des gouttelettes de sucre dans la bouche de rats ayant épuisé leur réserve en dopamine. Leur petit visage de rat s'illuminait de plaisir à la suite de l'administration du sucre. Même si la dopamine était bloquée, ils aimaient le sucre tout autant qu'avant. Ils ne voulaient tout simplement plus de dopamine. La capacité à éprouver du plaisir est restée, mais sans dopamine, le désir a disparu. Et sans désir, l'action s'arrête.
quand d'autres chercheurs inversèrent ce processus et inondèrent le système de récompense du cerveau avec de la dopamine, les animaux mirent en application leurs habitudes à une vitesse vertigineuse. Dans une étude, des souris recevaient un puissant shot de dopamine chaque fois qu'elles mettaient le nez dans une boîte. En quelques minutes, les souris développèrent une envie si forte qu'elles commencèrent à fourrer leur nez dans la boîte 800 fois par heure. Les humains ne sont pas si différents. Le joueur moyen sur des machines à sous fera tourner les roues 600 fois par heure. Les habitudes sont une boucle d'action dépendant de la dopamine. Chaque comportement qui engendre une habitude très ancrée, consommation de drogue, malbouffe, jeux vidéo, navigation sur les réseaux sociaux, est associé à des niveaux plus élevés de dopamine. La même chose peut s'appliquer à nos comportements habituels les plus élémentaires, comme manger de la nourriture, boire de l'eau, avoir des relations sexuelles et avoir des interactions sociales. Pendant des années, les scientifiques ont supposé que la dopamine était une question de plaisir, mais nous savons maintenant qu'elle joue un rôle central dans de nombreux processus neurologiques, notamment la motivation, l'apprentissage et la mémoire, la punition et l'aversion et le mouvement volontaire. Voici ce qu'il faut retenir en matière d'habitude. La dopamine est libérée non seulement lorsque vous éprouvez du plaisir, mais également lorsque vous l'anticipez. Les accros au jeu ont un pic de dopamine juste avant de placer une mise, pas après leur victoire. Les cocaïnomanes ont une poussée de dopamine quand ils voient de la poudre, pas après l'avoir prise. Chaque fois que vous prévoyez qu'une opportunité sera gratifiante, vos niveaux de dopamine augmentent. Et chaque fois que la dopamine augmente, votre motivation à agir augmente également. C'est l'attente d'une récompense et non l'accomplissement qui nous pousse à agir. Fait intéressant, le système de récompense activé dans le cerveau lorsque vous recevez une récompense est le même que celui qui est activé lorsque vous anticipez une récompense. C'est une des raisons pour lesquelles l'anticipation d'une expérience peut souvent sembler plus gratifiante que sa réalisation. Lorsqu'on est enfant, penser au matin de Noël peut être plus excitant que d'ouvrir les cadeaux. Lorsqu'on est adulte, rêver de ses prochaines vacances peut être plus excitant que d'être réellement en vacances. Les scientifiques appellent cela la différence entre vouloir et apprécier. Votre cerveau a beaucoup plus de circuits neuronaux axés sur la demande de récompense que sur l'appréciation de ces récompenses. Les centres demandeurs de votre cerveau sont vastes. Le tronc cérébral, le noyau accumbens, l'aire tegmentale ventrale, le striatum dorsal, les amygdales et des parties du cortex préfrontal. En comparaison, les centres d'appréciation du cerveau sont beaucoup plus petits. Ils sont souvent qualifiés de points chauds hédoniques et sont répartis sous forme de minuscules îlots dans le cerveau. Par exemple, des chercheurs ont découvert que 100% du noyau accumbens est activé pendant le désir. Toutefois, seulement 10% de la structure est activée pendant l'appréciation. Le fait que le cerveau dédie un espace précieux aux régions responsables de l'envie et du désir est une preuve supplémentaire du rôle capital joué par ces processus. Le désir est le moteur qui dirige le comportement. Chaque action est entreprise à cause de l'anticipation qui la précède. C'est le désir ou l'envie qui mène à la réponse. Avant qu'une habitude soit prise, A, la dopamine est libérée lorsque la récompense est expérimentée pour la première fois. La fois suivante, B, la dopamine augmente avant de passer à l'action immédiatement après la détection d'un déclencheur. Ce pic provoque un sentiment de désir et une envie d'agir chaque fois que le déclencheur est repéré. Une fois qu'une habitude est acquise, la dopamine n'augmente pas lorsqu'une récompense est expérimentée, car vous vous attendez déjà à recevoir cette récompense. En revanche, si vous voyez un déclencheur et que vous attendez une récompense mais n'en recevez pas, la dopamine tombe dans la déception, C. La sensibilité de la réponse à la dopamine est clairement visible lorsqu'une récompense arrive tardivement, D. Premièrement, le déclencheur est identifié et la dopamine augmente au fur et à mesure que se développe une envie. Ensuite, une réponse arrive, mais la récompense ne vient pas aussi vite que prévu et la dopamine commence à baisser. Enfin, lorsque la récompense arrive un peu plus tard que vous ne l'espériez, la dopamine monte à nouveau. C'est comme si le cerveau disait « Tu vois, je savais que j'avais raison. N'oublie pas de répéter cette action la prochaine fois. » Ces informations révèlent l'importance de la deuxième loi du changement de comportement.
Nous devons rendre nos habitudes attractives car c'est l'attente d'une expérience enrichissante qui nous motive à agir. C'est là qu'entre en jeu la stratégie qu'on appelle le regroupement de tentations. Comment utiliser le regroupement de tentations pour rendre vos habitudes plus attractives? Ronan Byrne, étudiant en génie électrique à Dublin, en Irlande, aimait regarder Netflix, mais il était également conscient qu'il ne faisait pas suffisamment de sport. Mettant à profit ses compétences en ingénierie, Byrne connecta son vélo d'appartement à son ordinateur portable et à sa télévision. Ensuite, il écrivit un programme informatique qui permettrait à Netflix de fonctionner uniquement s'il roulait à une certaine vitesse. S'il ralentissait trop longtemps, le programme qu'il regardait s'interrompait jusqu'à ce qu'il recommence à pédaler. Pour reprendre les termes d'un fan, il luttait contre l'obésité en s'empiffrant de séries sur Netflix. Il utilisait également le regroupement de tentations pour se motiver davantage. Le regroupement de tentations fonctionne en liant une action que vous voulez faire à une action que vous devez faire. Dans le cas de Byrne, il associait les séries sur Netflix, ce qu'il voulait faire, à l'exercice sur son vélo, ce qu'il devait faire. Les entreprises sont expertes en matière de tentation. Par exemple, lorsque la chaîne de télévision American Broadcasting Company, plus connue sous le nom d'ABC, lança sa programmation télévisuelle du jeudi soir pour la saison 2014-2015, elle fit la promotion du regroupement de tentations à grande échelle. Tous les jeudis, la chaîne diffusait 3 séries créées par la scénariste Shonda Rhimes, Grey's Anatomy, Scandal et How to Get Away with Murder. Programme qu'elle appelait « Thank God It's Thursday », génial, on est jeudi. En plus de promouvoir ces programmes, ABC encourageait les téléspectateurs à grignoter du popcorn, à boire un bon verre de vin rouge et à profiter de leur soirée. Andrew Kubitz, responsable de la programmation chez ABC, décrit les motivations de cette campagne. Nous considérons que la nuit du jeudi est l'occasion de regarder la télévision pour nombre de téléspectateurs, couples ou femmes seules, qui souhaitent s'échapper du quotidien en buvant un bon verre de vin et en grignotant du popcorn. L'intérêt de cette stratégie reposait sur le fait qu'ABC associait ce qu'elle attendait des téléspectateurs, qu'ils regardent ses émissions, à des activités qu'ils souhaitaient faire, se relaxer, boire un verre de vin et manger du popcorn. Au fil du temps, les téléspectateurs se mirent à regarder ABC pour se détendre et se divertir. Si vous buvez un verre de vin rouge et si vous mangez du popcorn devant la télé à 20h tous les jeudis, c'est que cette soirée de la semaine signifie pour vous détente et divertissement. La récompense est associée au déclencheur et l'habitude d'allumer la télévision devient plus attractive. Vous aurez plus de chances de considérer qu'un comportement est attrayant si vous faites l'une de vos activités préférées en même temps. Vous voulez peut-être connaître les derniers potins sur les célébrités, mais vous devez rester en forme. En utilisant le regroupement de tentations, vous pourriez seulement lire les journaux à scandale et regarder des émissions de télé-réalité à la salle de sport. Peut-être avez-vous envie d'une pédicure, mais vous devez nettoyer votre messagerie électronique. La solution, ne prenez rendez-vous pour votre pédicure que lorsque vous aurez traité tous vos emails professionnels en retard. Le regroupement des tentations est une façon d'appliquer une théorie de la psychologie qu'on appelle le principe de Premack. Désigné ainsi en hommage au travail du professeur David Premack, le principe stipule que des comportements plus probables renforceront des comportements moins probables. En d'autres termes, même si vous ne voulez pas vraiment traiter vos messages en retard, vous vous conditionnerez à le faire si vous pouvez vous accorder quelque chose que vous voulez vraiment faire en cours de route ou par la suite. Vous pouvez même associer le regroupement de tentations à la stratégie de la superposition d'habitudes abordée au chapitre 5 pour créer un ensemble de règles permettant de guider votre comportement. La formule superposition d'habitudes plus regroupement de tentations est la suivante. 1. Après telle habitude actuelle, je vais réaliser telle habitude dont j'ai besoin. 2. Après telle habitude dont j'ai besoin, je vais réaliser telle habitude actuelle. Si vous voulez lire les informations mais que vous avez besoin d'exprimer plus de gratitude, 1. Après avoir pris mon café du matin, je dirai une chose qui est arrivée hier et dont je suis reconnaissant. Besoin. 2. Après avoir dit une chose pour laquelle je suis reconnaissant, je vais lire les informations. Souhait.
Si vous souhaitez regarder un programme sportif, mais que vous devez téléphoner à des clients, 1. Après mon retour de la pause déjeuner, j'appellerai 3 clients potentiels. Besoin. 2. Après avoir appelé 3 clients potentiels, je regarderai ESPN, souhait. Si vous voulez surfer sur Facebook, mais que vous avez besoin de faire plus d'exercices, 1. Après avoir consulté mon téléphone, je ferai 10 pompes. Besoin. 2. Après avoir fait 10 pompes, j'irai sur Facebook, souhait. L'idée est qu'à terme, vous souhaiterez appeler 3 clients ou faire 10 pompes, car cela signifie que vous pourrez lire les dernières nouvelles sportives ou consulter Facebook. Faire ce que vous devez faire signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Nous avons commencé ce chapitre en discutant des stimuli supranormaux, qui sont des versions exacerbées de la réalité qui renforcent notre désir d'agir. Le regroupement de tentations est un moyen de créer une version améliorée de toute habitude en la connectant à quelque chose que vous souhaitez déjà. Il est compliqué de créer une habitude vraiment irrésistible, mais cette stratégie simple peut être utilisée pour rendre presque toute forme d'habitude plus attractive qu'elle ne le serait autrement. Résumé du chapitre. La deuxième loi du changement de comportement est l'attractivité. Plus une opportunité est attractive, plus elle risque de devenir une habitude. Les habitudes sont une boucle d'action liée à la dopamine. Lorsque la dopamine augmente, notre motivation à agir augmente également. C'est l'attente d'une récompense et non son accomplissement qui nous pousse à agir. Plus l'anticipation est grande, plus le pic de dopamine est important. Le regroupement de tentations est un moyen de rendre vos habitudes plus attractives. Cette stratégie consiste à associer une action que vous voulez faire à une action que vous devez faire.